Bonjour Martin, vraiment, Bonjour. je suis ravi de te rencontrer en ce jour pour faire cette interview. Je crois que l'ordre, c'est vraiment quelque chose qui te tient aussi à cœur. Et ma première question, c'est vraiment, toi tu étais président vraiment au milieu. On avait d'abord eu Crush Klein, ensuite on a eu Jean R. et toi, Martin Lammert, le troisième président. Après toi, c'était alors le Bob Strotz. Ensuite, il y avait Jostel et maintenant, c'est Michel Federici. Alors toi, en tant que vraiment au milieu, je crois que c'était 2001 à 2009, 8 années, qu'est-ce que sont tes premiers souvenirs et qu'est-ce que sont les moments forts que tu te souviens? À y réfléchir, c'était un moment clé, à mon avis, dans la vie de l'OAI. Alors que Crush Klein avait eu le courage de faire créer l'ordre, de le faire naître, et puis Jean Herr a eu l'occasion d'en montrer l'envergure que ça pourrait avoir avec tout ce qui touchait autour de nos métiers d'architecte, d'ingénieur et d'urbaniste. Après, quand nous, on a fait connaissance, quand j'ai été élu président, je pense que si je m'en souviens, c'est surtout un souci de professionnalisation de l'ensemble qui a marqué ces 8 ans que j'ai été président. Toutes les missions étaient déjà ébauchées, aussi bien ce qui concernait nos professions vers l'intérieur, la régulation, les déontologies, l'entente et la collaboration entre architectes et ingénieurs, l'organisation de tout cela, que d'autre part vers l'extérieur, vers les autorités, vers les maîtres de l'ouvrage, toutes ces missions pour lesquelles l'OAI avait été mise en place pour réguler cela un peu, il fallait le professionnaliser. Et dans ces 8 ans, on a essayé d'être en bon contact avec tous les autres intervenants de la construction et de nos métiers, que ce fût directement dans la construction, que aussi sur le plan culturel. Une fondation de l'architecture avait été créée, elle ne tournait pas encore très bien, il fallait lui donner une indépendance et une façon de tourner définitivement. On était accepté dans les ministères, mais on n'avait pas encore de contrat type et des choses comme ça. Il y avait des choses à mettre bien au point, à faire valider et à négocier. Et il fallait aussi se montrer. Je me souviens qu'on avait quand même fait beaucoup de travail vers l'extérieur avec Bauherrpreis, le Festival des Cabanes, les affiches. Il fallait que les gens se rendent compte que les architectes, les ingénieurs existent et qu'ils ont une mission à mener. Et pour que tout ça puisse tourner un peu plus professionnellement, on a aujourd'hui, tant d'années plus tard, ce qui a probablement le plus porté, encore aujourd'hui, c'est la mise en place des formations. Naissance d'une académie, tu te rappelles? Naissance d'une académie, on n'avait rien avant et on se rendait compte qu'on était appelé à faire des missions pour lesquelles il fallait des savoirs spécifiques qu'on n'avait pas forcément tout le monde dans les bureaux, donc il fallait des formations. On a commencé à en mettre en marche et ça tourne encore aujourd'hui. Avec le CRP Henri Tudor à ce moment-là. Avec un grand succès. Et puis l'autre élément marquant qui porte encore aujourd'hui, c'est la construction d'un siège. C'était d'aller trouver les autres ingénieurs industriels, tous les contacts et de les mettre d'accord sur la construction d'un projet qui quand même nous a fait sortir d'un petit loyer à Dommeldange où on avait commencé les premiers, où toi tu avais fait les premiers pas. Non, et je crois un autre mot-clé, c'est peut-être 2004, naissance aussi du programme de politique architecturale, avec 2005, la grande organisation avec le CE, de cette conférence des ministres de la culture européenne, et on a lancé le programme de politique architecturale qui a été signé par tout le gouvernement, que chacun à chaque échelon devrait prendre compte de l'importance de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme pour notre vivre de tous les jours. Je crois que ça, c'était aussi un moment clé. Oui, bien sûr. Donc
notre loi, création de l'OAI à Luxembourg remonte ou voit ses origines aussi un peu dans une volonté européenne d'organiser les métiers d'architecte et d'ingénieur. Et là-dedans, il fallait aussi que les politiques se rendent compte, mais pourquoi il nous faut des architectes, il nous faut des ingénieurs. Et le programme pour une politique architecturale était un gros moment, parce que ce n'était pas un document élaboré sur les tables de l'OAI, mais en négociation avec tous les intervenants de la construction. Comment vous voyez, comment toi tu vois l'évolution de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme et dans notre cadre de vie, vivre ensemble au Luxembourg? Est-ce qu'on est déjà dans le mille ou on a encore un grand chemin devant nous? Les architectes, probablement aussi les ingénieurs, quand on sort des écoles d'architecture, on se croit formés pour faire des projets sur mesure, pour être vraiment les conseils des maîtres de l'ouvrage pour créer pour eux leur projet idéal. Et le projet idéal est un projet absolument sur mesure. Et les bâtiments historiques qu'on apprécie encore aujourd'hui, c'est tous des réalisations qui ont été faites sans règlement antérieur, mais où, dans l'ensemble des intervenants du projet, toutes les connaissances se sont mises ensemble pour un résultat formidable. Et quand je suis sorti de l'école d'architecture, c'était encore comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on sort un peu avec ces idées-là des écoles d'architecture. Mais entre-temps, on se rend compte, et de cela de plus en plus, qu'on ne peut plus faire du sur-mesure. On se retrouve dans le prêt-à-porter. C'est-à-dire, on a de plus en plus de régulations, de règlements, de lois qui interviennent dans notre travail et dans le résultat de notre travail. Et il faut se rendre compte que chaque nouvelle réglementation est une nouvelle limite. Ce n'est jamais des nouvelles ouvertures, c'est toujours des nouvelles limites. Dans les années depuis que je travaille, il y a eu d'abord peut-être les matériaux de construction qui se sont un peu normés, qui ne sont plus, on ne prend plus n'importe quoi, c'est les matériaux de construction. Après, il y a eu les règlements sur la sécurité, avec tous les règlements ITM. Et puis, début des années 2000, c'était l'énergie. Il fallait isoler pour faire des économies d'énergie. Après, je pense, c'est les règlements d'urbanisme où on a mis de côté une loi de début du XXe siècle pour la remplacer par des nouveaux PAG et des nouvelles réglementations qui interviennent très fortement sur ce qu'on peut construire encore aujourd'hui. Après est venue l'écologie et ça continue avec tous des règlements qui limitent un peu ce qu'il est possible de faire. Et dans ces règlements interviennent aussi des procédures de contrôle. Donc on ne peut plus prendre un élément et dire « il est bon », il faut qu'il ait été vérifié et qu'on ait une preuve qu'il est bon. Et donc aujourd'hui on fait un métier aussi bien en ingénierie qu'en architecture où on est là, on compose avec des éléments finis qui sont déjà prédéterminés, ce qui change fortement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et avec les nouvelles réglementations qui sont rajoutées à nos métiers et à nos projets, il y a un gap de plus en plus grand entre ce qu'il est possible de faire avec ce prêt-à-porter d'éléments finis et ce que le maître de l'ouvrage qui paye de plus en plus cher et qui veut, lui, de plus en plus avoir un projet sur mesure pour lui. Et le gap entre les deux devient de plus en plus grand et le métier de l'architecte et de l'ingénieur devient de plus en plus difficile pour concilier les deux. Je crois, Martin, tu as vraiment touché là dans le mille un petit peu avec cette question, perte de confiance et cette hyper
tout doit être assuré à plusieurs niveaux, juridiquement, techniquement, c'est clair. Et justement, l'ordre a maintenant s'est inspiré un petit peu dans cette initiative en Allemagne avec Gebäude Typ E comme einfach expérimental, comme simple, expérimental, et d'essayer de vraiment de recadrer tout ce cadre qui a débordé et de laisser naître des réponses contextuelles sur le site. Et à chaque fois, en fait, vraiment, on devrait voir que chaque projet ait cette connotation de trouver la bonne solution to the point, ce qu'on a besoin et sur le lieu, et pas essayer de homogénéiser pour toute l'Europe quelque chose qu'on ne peut pas homogénéiser. Je crois que ça, c'est alors peut-être une piste, mais ce sera difficile puisque les gens ont perdu cette confiance un petit peu dans les hommes de l'art, dans la science. C'est cette évolution malheureuse qu'on a actuellement, que cette perte vraiment de confiance dans la science, le know-how, le savoir-faire des hommes de l'art et des femmes de l'art. Nos métiers et l'OAI a gagné en importance et reconnu de plus en plus par les autorités parce qu'on a besoin de nous pour apporter ou pour convaincre les maîtres de l'ouvrage qui ne veulent pas être convaincus des valeurs de ce qu'il faut faire. Le maître de l'ouvrage n'est pas intéressé à ce que l'énergie grise de son bâtiment soit petite. Il s'en fout. Et d'un autre côté, officiellement, où notre mission publique, c'est quand même d'y arriver, de sauver le monde. Je dis toujours, c'est vraiment l'avocat du maître d'ouvrage pour le guider dans sa responsabilité sociétale, mais il faut que le maître d'ouvrage accepte cette mission. Je pense que le maître de l'ouvrage l'acceptera de toute façon dans tous les aspects de la construction qui le concernent, son projet à soi, mais dans nos missions sont rajoutées de plus en plus et de plus en plus clairement aussi des missions qui ne concernent pas le projet spécifique unique, mais qui concernent notre société, qui concernent notre pays, qui concernent accessibilité, l'environnement, écologie, énergie. On demande finalement à l'architecte et à l'ingénieur de sauver le monde. Merci beaucoup, Martin, pour vraiment cet entretien très intéressant. Das Geld. Merci.